So, ladies and gentlemen, welcome. Nous souhaitons la bienvenue à notre premier panel. Je suis ravie de vous présenter comme présentateur principal une jeune dame qui est venue de Tanzanie pour être avec nous. Et c'était très difficile pour elle de venir à cause des frontières et de toutes sortes d'obstacles. Elle pourra vous en parler plus longuement cet après-midi, mais aujourd'hui, elle est là pour nous parler de son travail sur l'égalité des sexes. C'est très impressionnant car elle a commencé dans ce domaine à l'âge de 15 ans. Moi, je faisais rien du genre à 15 ans, faut que je l'avoue. Alors, il s'agit d'un travail basé sur les jeunes de sa collectivité qui faisaient violer leurs droits. Elle a commencé à faire la défense des enfants depuis ses jours comme étudiante. Elle travaille sur les questions de changement social pour faire valoriser les femmes et les filles. Je souhaite la bienvenue à Petula Paula, une ambassadrice jeunesse de l'Union africaine, pour vous parler. Good morning, everyone. Bonjour. Je suis Petra Paul. L'Union africaine et le Conseil des jeunes a m'a nommé en 2018. Ils ont nommé un président et je travaille avec l'envoyé pour représenter la région de l'Est. Nous avons 9 membres qui représentent les 5 régions de l'Afrique. Pour débuter, j'aimerais nous renvoyer au sommet, 33e sommet de l'Union africaine. Dans les couloirs, nous avons eu un dialogue de haut niveau sur l'égalité des sexes. Le premier ministre Trudeau s'est engagé à prolonger son soutien sur l'égalité des sexes et c'était très important pour nous et puis pour l'Union africaine. Les ESSEC doivent se concentrer sur l'inscription des mariages et des décès. Les acteurs doivent travailler avec les jeunes pour faire avancer cette question parce que cela touche les terres que les gens peuvent acquérir et toutes sortes de questions. Chez nous, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui n'ont pas accès à l'inscription de naissance. Et s'ils ont cette possibilité, eh bien, ça coûte très, très cher. Alors, les jeunes ont beaucoup de difficultés, mais doivent vivre sans cette inscription, car ça coûte très cher. Et ce n'est pas faisable pour les collectivités. Aussi, j'aimerais parler de la mobilisation de la partie plus âgée de notre collectivité, de donner une place aux jeunes dans la discussion. Il faut respecter le pouvoir des jeunes et cette conférence peut servir de base à faire avancer cette cause. Je vous demanderai donc à vous tous ici au présent aujourd'hui de vous engager, d'informer la voix et de faire entendre la voix des jeunes dans votre travail, d'écouter les jeunes pour savoir sur quoi ils travaillent, pour leur permettre de partager leur vécu. Parfois, vous pourrez voir les jeunes comment étant difficiles ou avoir des idées un peu farfelues. Mais avec un certain mentorat, ces jeunes pourront être amenés à permettre des changements positifs dans les collectivités. Dernièrement, je voudrais parler des dialogues entre les générations. Comment les faire avancer? Permettre aux jeunes et aux personnes plus âgées de discuter ensemble pour échanger des stratégies, de passer le flambeau aux jeunes de la collectivité pour faire d'eux les leaders de demain.
Ce fut une expérience très importante pour moi-même et pour les jeunes avec qui je travaille et aussi pour les jeunes que nous aidons. Nous donnons des opportunités de dialogue entre les générations, avec les femmes, avec le président Kenyatta, par exemple, le champion mondial pour les jeunes en Afrique. Donc, c'était quelque chose pour nous. C'était important d'avoir des leaders clés qui sont là pour nous écouter et qui pourront servir de mentors pour les jeunes et d'aider à la croissance des jeunes pour traverser les étapes de la vie. Actuellement, nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas les données ni les informations nécessaires pour travailler et aller de l'avant. C'est important et la majorité des jeunes n'ont pas accès à ces informations. Alors, nous nous demandons comment nous pouvons les appuyer et comment est-ce que les parties intéressées peuvent aider les jeunes à avoir les informations nécessaires. Les jeunes peuvent servir de bénévoles, d'offrir leur ouverture d'esprit, etc. Moi-même, j'ai été bénévole pendant 6 ans, en fait, sans rémunération quand j'ai commencé à travailler sur les questions de l'égalité des sexes. C'était quelque chose qui me passionnait et je voulais aider ma collectivité. Alors, nous avons parlé avec les acteurs principaux des changements et d'avoir une place au sein de autour de la table. J'aimerais remercier IDRC, FNAP et Open Data de nous avoir permis cette opportunité de venir vous parler. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique et autour du monde qui nous écoutent actuellement. Alors, ce que je voudrais partager, c'est ce que eux ont trouvé dans leurs expériences. Et aussi, je veux pouvoir trouver l'information que eux recherchent et être la voix de ces jeunes. Ce qu'ils désirent, c'est un dialogue entre les générations. Ils veulent faire partie de la collecte des données et de la recherche. Ils veulent faire appuyer leur travail pour l'avancement du changement. Merci. Petrugar, thank you very much. Merci beaucoup pour ce texte très inspirant et de nous avoir rappelé que l'avenir appartient aux jeunes et que les jeunes et les moins jeunes ont quelque chose à contribuer. Donc, un travail ensemble, en collaboration, est essentiel. Je suis aussi heureux de lancer la séance en vous présentant des gens distingués qui feront partie du panel. Ces gens-là vont nous aider à aller au-delà du cycle où nous avons un manque d'accès aux inscriptions et de l'invisibilité. Il y a environ 1 milliard de gens autour du monde qui ne sont pas inscrites. 50 000 jeunes filles seront nées aujourd'hui et ne sont jamais inscrites au registre civil. C'est un nombre très important, un nombre de gens très important. On ne peut pas attendre et dire éventuellement on aurait dû faire quelque chose. Non, il faut agir dès aujourd'hui. Alors, nous lançons ce panel pour examiner les systèmes actuels et considérer les questions d'égalité des sexes et de discuter ce qui doit se faire et quand et à quel point c'est urgent. Alors, je suis ravie de présenter le panel. Dominique, qui fait partie du panel que j'ai déjà présenté, bien sûr. Dominique, s'il vous plaît, venez en avant au podium. Nous avons aussi Cornelius Williant. Cornelius, s'il vous plaît, venez à l'avant. Cornelius, c'est le directeur adjoint et chef mondial et protection de la jeunesse pour les programmes UNICEF. Il détient plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des programmes de protection et jeunes dans toutes les parties de l'Afrique.
et c'est un défenseur des droits des jeunes. Il travaille sur la défense pour améliorer la protection des jeunes de l'exploitation sexuelle et du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les actions militaires et aussi aider à augmenter l'accès aux services d'inscription d'état civil. Merci Cornelius d'être parmi nous aujourd'hui. On applaudit Cornelius. Cornelius, ne prenez pas ma chaise, s'il vous plaît. Hein? Je dois revenir. Benoît. Benoît nous a déjà parlé ce matin au nom du directeur exécutif adjoint, mais il est chef de FUNAP sur le développement des outils et des partenariats pour appuyer le mandat de FNUAP. Il travaille depuis 25 ans, plus de 25 ans, à faire avancer les intérêts visant la santé sexuelle et de reproduction et l'égalité des sexes, ainsi que d'autres enjeux. Il a déjà été le représentant FNUAP aux Comores, Madagascar, Mauricie, et directeur du bureau régional de l'Afrique occidentale et de plusieurs autres pays. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Benoît. Enfin, nous avons Shaida Badi. Shaida est la directrice et notre co-commanditaire de la conférence. Elle dirige la planification stratégique et les campagnes de financement pour Open Data Watch. Elle est conseillère à DataX. Elle travaille sur les données visant l'égalité des sexes. Elle travaille sur le groupe de partenariat mondial pour le maintien des données ouvertes. Elle siège à plusieurs conseils qui s'intéressent au travail de ESSEC. Elle a déjà travaillé à la Banque mondiale pendant 36 ans et était directrice du groupe de données ouvertes pendant plusieurs années. Merci à tous les panélistes d'être là aujourd'hui. Shaida, merci aussi. Maintenant, je vais m'asseoir à côté de vous. So is this now working? Okay, great. All of you have. Vous avez tous des responsabilités très importantes et des postes très importants au sein de vos organismes. Vous contribuez au développement durable et des importants enjeux visant l'égalité des sexes. Alors, ma première question pour vous est celle-ci. De votre point de vue, quelles sont les chances principales et les défis principaux pour assurer que tous les actes d'état civil soient inclus pour arriver au but qu'on se fixe? Alors, nous allons commencer avec Cornelius. Vous avez 5 minutes pour vous prononcer. Very much, actually. Merci beaucoup. Tout d'abord, Dominique, vous avez bien lancé la discussion en parlant des contributions que nous pouvons apporter. On peut regarder les possibilités et les défis. Tout d'abord, comment est-ce que le système ESSEC peut contribuer? Eh bien, la meilleure opportunité, c'est de reconnaître la vie d'un enfant. Les enfants sont soutenus par leurs parents et surtout les mères. Lorsqu'ils agissent avec les services d'éducation et de santé, ce sont les mères qui les présentent au système et qui interagissent avec les systèmes. Donc, c'est un moment crucial pour identifier les enfants. Ce que nous désirons faire au cours de cette conférence, c'est de voir que l'enfant est inscrit là où il est né. Si l'enfant est né à l'hôpital, on l'inscrit à l'hôpital même. Dans les premiers moments de sa vie,
lorsqu'il fait ses premiers contacts avec les systèmes de santé, d'éducation, de protection sociale, l'enfant doit être inscrit. Et nous savons qu'avec les taux d'immunisation, la plupart des enfants ont des contacts avec ce système de santé. Il y a aussi le système holistique pour l'identité légale. Au cours de la vie d'un enfant ou d'une personne, comme on le dit toujours, un système idéal serait universel et aurait un cycle de vie. Mais si on n'inscrit pas la naissance d'un enfant, eh bien, cela sera une lacune. Donc, il est essentiel d'inscrire l'enfant dès la naissance. Les données mondiales. Nous venons de diffuser un rapport au mois de novembre. Nous avons démontré qu'en 2013, un enfant sur 7 n'a pas de certificat de naissance. En 2019, nous avons constaté qu'un enfant sur 4 n'a pas de certificat de naissance. C'est une grande amélioration en Inde, en Asie du Sud-Est. Mais en Afrique, les choses ne bougent pas et parfois, les choses reculent même. Donc, si nous voulons augmenter les inscriptions de naissance pour donner aux enfants tous les droits auxquels ils devraient avoir droit, je peux vous donner un petit exemple d'illustration. Au Vietnam, par exemple, il faut, si on veut avoir accès aux services de santé, à l'éducation et aux autres services sociaux, il faut avoir un certificat de naissance. J'ai travaillé au Kenya, par exemple, et je sais que lorsque on n'a pas de certificat de naissance, on ne peut même pas passer l'examen final à l'école. Nous étions dans une mission sur le terrain et on se demandait pourquoi est-ce que les jeunes pleuraient. Eh bien, ils avaient vécu tout le temps dans le système scolaire, mais ils n'avaient pas accès à l'examen final, cette dernière étape dans leur vécu scolaire. Donc, c'est essentiel d'avoir ces documents. On sait aussi que c'est important pour les droits de protection, pour les droits en matière de santé. Pour les données de 2019, nous n'avons vu aucun avancement dans les inscriptions entre les filles et les garçons. Mais il faut faire attention parce qu'il y a toujours une question d'égalité des sexes lorsqu'on parle d'inscription des naissances. En fait, dans les 25 pays que nous avons examinés, il y a des lois qui empêchent les femmes de passer leur nationalité à leurs enfants. 3 pays ont aussi empêché les hommes de passer leur nationalité à leurs enfants. Et voici l'endroit où les femmes sont les plus vulnérables. Même lorsqu'il y a une loi, il y a un manque de connaissance des droits. Dans 25 pays, les femmes n'ont pas toutes les instructions nécessaires, ne savent pas comment s'y prendre pour enregistrer une naissance. Et cela a un impact sur l'inscription des naissances. Donc, il y a des entraves patriarchiques et autres qui empêchent les femmes de faire cette tâche. Alors, il faut travailler sur la réforme des lois. Il faut mettre fin à la discrimination dans les lois internationales. Si on ne résout pas ce problème, on aura une augmentation des enfants apatrides. Il faut aussi s'assurer que la participation des collectivités soit importante et priorisée. Il faut que les collectivités disent aux femmes que c'est important d'inscrire leurs enfants, la naissance de leurs enfants. Donc, c'est d'importance primordiale. Et on peut faire changer les choses, mais il faut toujours appliquer une optique qui met en priorité le sexe. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence et s'assurer qu'il n'y a aucune différence entre les filles et les garçons. C'est les obstacles basés sur le sexe qui vont empêcher les filles de s'inscrire
Merci beaucoup, Cornelius. Parfois, les données peuvent nous peuvent mener à confusion. Donc, vous nous invitez à considérer de plus près ce fait. Alors, Dominique. Merci, Cornelius. Cornelius nous a démontré plusieurs sujets qui m'intéressent profondément. Mais avant d'aller plus loin, je me demande si on ne pourrait pas réarranger les choses parce que je crois que les gens à ma gauche ne nous voient pas bien. Alors, comme vous savez, d'après mes remarques d'ouverture, je vais limiter ce que j'ai à dire. Bonjour, bonjour, là on se voit. C'est bien, merci. Alors, on parle ici d'inclusion et c'est l'inclusion qui me passionne. J'ai découvert les systèmes ESSEC par l'entremise du Centre d'excellence ici à CRDI. Et j'ai vu que il y a un grand potentiel dans ces systèmes pour changer les choses à l'avenir, pour non seulement voir les progrès, mais aussi d'assurer le progrès. Et ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir de transformation qu'on peut avoir pour remédier à l'exclusion des femmes. Les femmes pourront, par l'entremise de leur accès aux inscriptions de leurs enfants et de leurs familles, eh bien, elles pourront contribuer à améliorer le rendement des systèmes d'enregistrement et de statistiques d'état civil et tout ce que cela veut dire pour le fonctionnement de la société. Alors, je vois que c'est essentiel pour l'égalité des sexes, pour faire avancer l'égalité des sexes, et c'est ma passion. On reconnaît qu'il y a beaucoup de défis aussi. Cornelius a parlé du Kenya, où les jeunes connaîtront beaucoup de succès à l'école, mais rendus à l'examen final au secondaire, ne pourront pas aller plus loin. Leurs familles et les enfants et les écoles non plus n'auront aucune connaissance des étapes à prendre pour aider ces jeunes. Si on a 15 ans ou 14 ans avant de savoir qu'on a besoin d'un certificat de naissance, eh bien, cela prend des nouvelles façons de trouver, de faire passer l'information aux jeunes qui ne sont pas encore inscrits. Je crois donc qu'il y a beaucoup de potentiel pour la recherche, pour contribuer à aller au-delà de ces obstacles, que ce soit la compréhension, à savoir pourquoi les gens ne s'inscrivent pas, quels obstacles institutionnels il existe. Eh bien, on pourra, avec ces informations, faire avancer les choses en trouvant des remèdes à ces problèmes-là. Les obstacles des jeunes qui sont laissés pour compte, c'est ces gens-là que nous visons aussi. Il y a aussi les gens déplacés, comme Myriam et d'autres comme elle, mais aussi les gens qui ne sont pas déplacés, mais qui sont dans le système sans inscription au registre de naissance, qui vit des obstacles, qui les empêchent d'aller de l'avant. Voilà un autre groupe de personnes auxquelles nous devons nous attarder dans nos réflexions. Il y a aussi d'autres types d'activités qui vont permettre aux femmes de devenir des moteurs de changement et qui seront les responsables de cet acte d'inscription des naissances et des décès aussi. Merci, Dominique. Vous avez parlé des obstacles institutionnels, culturels, financiers. Shaida, que pensez-vous? Les possibilités, les défis. Ben, merci. Je voulais vous dire que je suis heureuse d'être là. Merci de CRDI. Je sais à quel point vous avez travaillé fort au cours des 2 dernières années
pour réussir à organiser cet événement où on peut se rencontrer pour discuter de ces enjeux. Je veux mentionner qu'il s'agit d'un projet très important et très spécial. Nous connaissons les buts de ce programme. Souvent, on parle des initiatives internationales, mais on ne sait pas exactement ce qu'on veut atteindre. Mais ici, on a des buts très clairs, des programmes pour visant les inscriptions civiles en 2030, toutes sortes de projets que nous voulons mener à bien. Alors, on veut améliorer la capacité des pays à améliorer le SEC. On sait où on s'en va. 100% des naissances seront inscrites et 80% des décès seront inscrits avant 2030. Mais on n'y est pas encore là et on a fait beaucoup de progrès. Je suis pas obligée de vous donner toutes les statistiques, mais pour répondre à votre question, quelles sont les possibilités, les défis? Eh bien, de un, je vais aller à un autre niveau, aux possibilités à l'échelle mondiale. Et là, nous verrons que les pays sont vraiment énergisés, mobilisés pour remonter à la révolution des données et améliorer l'écosystème des données. Et nous verrons que à l'orée de 2021, presque tous les pays ont des plans pour répondre à l'impératif statistique afin de s'inscrire dans le cadre des ODD. Et nous voyons le pouvoir de la technologie pour arriver. Ces plans nationaux visent à mettre à jour les concepts de développement des capacités 4.0 d'ici 2021. Vous avez devant vous la personne d'ailleurs qui est le moteur de ce projet très novateur. Mais pour conclure, je dois dire qu'il y a cette énergie, cette innovation dont on peut se prévaloir, pas seulement dans le cadre de l'ECEC, mais aussi pour les ODD. Parce que quand ces pays refont leur système juridique, quand ils changent les compétences de leur personnel, quand ils examinent les processus et l'innovation TI, ECSC peut en profiter. Nous avons des pays tels que la Philippines, qui est bien représentée ici, qui s'est prévalu de ces réformes au sein du système des statistiques pour pouvoir faire de l'ESSEC une réalité. Voilà le message que j'ai quant à la priorisation et comment est-ce qu'on peut se prévaloir de l'énergie qui existe dans les pays. Nous avons aussi l'énergie qui nous vient des programmes internationaux. En plus des ODD, nous avons Belgique 25, nous avons le programme ACPD 25. Donc, faisant de l'ESSEC une partie importante de cet élan sera important. Aussi, comment est-ce que le SEC peut aider le programme de l'équité des genres? Peut-être qu'il faut, au lieu de se poser la question aussi, se demander comment est-ce que l'équité des genres peut aider à l'ECS. Et finalement, je voudrais dire qu'il est très important pour nous de garder un œil sur l'amélioration de l'approvisionnement ainsi que de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce que les gens ont besoin, ce dont les gens ont besoin dans le cadre de l'inscription à l'état civil, comment ils peuvent l'obtenir, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a une réalité de contexte. Finalement, et c'est peut-être la dernière chose que je vais dire, c'est qu'il nous faut vraiment améliorer la manière dont nous parlons des valeurs apportées par le CEC. Nous avons eu un bon travail ici, à la lumière du travail qui a été fait dans le domaine, mais il nous faut parler le langage des personnes que nous pouvons influencer, que nous parlons de gouvernance, d'imputabilité, de droits de l'homme, mais surtout quand on parle de l'efficacité de l'aide internationale. Pour que
on puisse surveiller cette aide, on aura besoin de l'ECEC. Donc, c'est-à-dire pouvoir travailler du côté de l'offre de la demande et se prévaloir de l'énergie mondiale qui est là autour de la révolution des données pour améliorer les données. Voilà, je sais que c'est un grand programme, mais voilà la raison de notre présence, n'est-ce pas? Merci, Shaïda. Benoît, le FNUAP, tel que l'UNICEF, a une présence mondiale au niveau des pays, au niveau des régions, et ils sont gardiens des indicateurs. Quelles sont les opportunités, les lacunes ou les défis à votre niveau? Merci, Murtaza. Je vais me prévaloir de ce qui a été dit par les orateurs avant pour peut-être faire un petit résumé. Oui, la tendance est de voir plus de défis que d'opportunités. Je regardais mes notes et j'ai vu que, en effet, c'est le cas pour moi aussi. Pour les opportunités principales, avant tout, quand on regarde en rétrospective, il y a 20 ans, l'ordre du jour ECEC a été laissé sur le bas-côté dans beaucoup de pays. Et très récemment, on a vu un élan politique, un engagement financier et ainsi un appui technique pour assurer que le CEC fait partie des systèmes de données étatiques. Nous mentionnons l'élan politique et en exemple de cela, il y a une quinzaine d'années, j'étais entre l'océan Indien et l'Éthiopie et j'ai vu l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique et la Banque de développement africaine qui se sont fédérés pour prioriser le CEC. Moi, je pense qu'il faut bâtir sur ce genre d'initiative. Vous avez parlé du partenariat local de Paris 21, qui est une commission technique qui se doit d'être révolutionné dans le cadre du travail technique dans le CEC. Maintenant, quand on pense au numérique, je crois que s'il y a un domaine de données où on peut faire levier de l'innovation, ce serait au sein du domaine de l'identité et de l'ECEC. Voilà une opportunité. Au FNUAP et en s'alignant avec mon ami Cornelius, l'ordre du jour des droits de l'homme et tout le travail multilatéral fait en sorte qu'on veut que le CEC soit vu comme étant un parcours de vie de la naissance à la mort, en passant par le mariage et le déplacement des gens. Mais nous faisons face aux défis. Un grand défi que Dominique a mentionné au début de nos travaux aujourd'hui, c'est quand on a des conflits, quand on a des aléas humanitaires et que les gens sont obligés de fuir, de se déplacer, non seulement ils cessent d'exister dans leur pays, mais il est difficile pour les gens d'être reconnus en tant que personnes au sein de leur administration même. Un défi que moi j'ai connu dans l'appui qu'on offrait au gouvernement dans l'avancée des ECEC est que c'est quelque chose qui touche à plusieurs ministères à la fois. Je me souviens d'aller voir le ministère de la Justice en Éthiopie et puis qu'on me disait, bah non, il faut aller au bureau des statistiques. Et là, non, il faut aller au ministère de l'Intérieur, etc. Donc, on se retrouve en train d'avoir plus de 4 ou 5 entités administratives centrales au pays et cela pose un défi d'un point de vue de gouvernance. Il nous faut regarder cela en tant que défi. La connaissance. Combien de connaissances ou de données probantes avons-nous pour appuyer le fait que l'on puisse faire de l'ECEC
un programme transformateur, que nous comprenons les normes sociales, les normes de genre qui prévalent dans certaines communautés et qui font qu'on puisse ignorer les femmes et les filles dans les collectivités et qu'elles ne soient pas reconnues ou que leur présence ne soit pas vue. Quels sont les moteurs de cet état de fait? À moins qu'on investisse dans les recherches, cette situation perdurera en tant que défi. Aussi, je vois un défi dans comment est-ce qu'on crée une culture. Parce que pour moi, le CEC est une culture. Les individus ont besoin qu'il est important qu'il y a un événement dans une famille donnée, dans une collectivité donnée, et cet événement se doit d'être rapporté. Et cette culture n'est pas là. Nous investissons beaucoup là-dedans. Et finalement, je veux conclure avec une opportunité. L'opportunité nous est donnée ici aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Nous nous retrouvons pas seulement pour parler de données, mais de transformation de genre. Je pense qu'il nous faut créer ce mouvement et le faire avancer. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient des questions et vous aurez l'opportunité de les poser. Benoît, vous avez mentionné beaucoup de choses qui vont être suivies. Tout à l'heure, Shaida a parlé de l'offre et de la demande. Dominique a parlé des problématiques, des preuves. Je vais vous dire que nous allons aborder tout cela avec nos questions. Mais peut-être que maintenant, moi, j'aurai une question pour Dominique. Et là, je vais commencer. Le CRDI est très enthousiaste en passant par son nouveau programme stratégique. Nous nous trouvons dans un investissement pour la décennie à venir pour améliorer la vie des plus vulnérables et de ceux qui sont privés. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vision du CRD pour renforcer son programme d'équité? Mais oui, merci de Montaza. C'est vrai, c'est le moment idéal pour avoir une stratégie et c'est la réalité pour toutes les institutions. À l'horizon 2030, nous voulons conclure les ODD et laisser personne pour compte. Et le temps presse. Donc, au CRDI, nous avons la situation heureuse d'avoir un processus de planification qui s'inscrit dans cette veine. Et nous allons continuer à le faire à travers la recherche dans les pays en voie de développement pour surmonter les obstacles qui nous mènent aux ODD, qui nous mènent à l'équité du genre. Et pour contribuer, au-delà de cela, à un futur plus inclusif et plus pérenne pour nous tous et pour le Sud en général. Et nous pensons à comment est-ce que les changements technologiques, nous avons entendu parler du potentiel de la numérisation qui touche au monde et comment est-ce que cela se fait dans plusieurs contextes, y compris les pays à faible et moyen revenu. Et que la technologie joue un rôle important dans la décennie à venir. Quand je pense au programme de l'ECEC, à savoir l'intersection entre nos objectifs, qui est l'inscription à l'état civil et l'appétit de se prévaloir de ces données pour pas seulement faire le suivi des ODD dans les pays, mais aussi de l'intersection de cela avec le programme technologique et l'inclusion des nouvelles technologies et le système des données et les outils pour les utiliser, à savoir l'intelligence artificielle, l'info nuagique et toutes ces solutions
qui sont là, qui n'étaient pas possibles auparavant. En même temps, nous avons un grand intérêt à mieux comprendre les aléas liés à cela. Et est-ce qu'il y a, en fait, des aléas? L'histoire récente nous indique que l'identité, votre lieu de naissance, peut parfois être un endroit où il y a une guerre civile ou une détermination de votre état civil, à savoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes ivoirien de par naissance? Et cela a accéléré les retombées positives de l'inscription à l'état civil et le rôle des gouvernements pour faire la différence. Et comment est-ce que nous procédons pour inclure et protéger tout un chacun? Et en même temps, ceci est plein de défis. Nous devons reconnaître les barrières à l'hésitation que les collectivités pourraient avoir à rentrer dans cet élan d'inscription à l'état civil et de faire en sorte que si ce n'est pas fait, ces collectivités qui ne sont pas inscrites peuvent faire objet de poursuites, de persécutions et aussi de manquements de droits. Mais tout cela à la lumière d'un programme de recherche que nous avons. Donc, en faisant levier de technologie, en mettant en lien des statistiques et d'état civil à notre travail, nous avons un travail qui vise à lier tout cela à une gouvernance générale pour l'inclusion, parce que nous reconnaissons que les systèmes en vase clos, les données, quelle que soit leur réflexion du genre, ne peuvent pas à eux seuls mener à nos objectifs. Comment est-ce que nous reconnaissons ces systèmes qui ont besoin des données et pouvoir s'outiller de ce que ces données représentent pour avancer? Et nous avons un grand programme autour de comment est-ce que, en pensant à l'inscription à l'état civil, aux statistiques de vie, à notre programme de données, comment est-ce que nous pouvons créer des systèmes légers, adaptables, qui vont s'inscrire plus avec la citoyenneté pour que, quand les gens se déplacent, qu'ils aient toujours accès à leurs documents d'identité. Y a-t-il moyen, dans la décennie à venir, de faire passer cela à une discussion autour des données des citoyens plutôt que des données étatiques? Quelle est la signification de cela? Comment est-ce que les États vont gérer cela? Donc, voilà une question importante qui se pose à nous, à la lumière du programme de l'équité du genre. Nous sommes ici pour inclure les femmes et les enfants et leur inclusion dans l'inscription à l'état civil et aux différentes données civiles. Et je pense qu'il est important que l'on fasse nôtre la protection des droits et des données dans cette révolution des données que nous connaîtrons de par le monde, dans l'hémisphère nord au sud, et aussi comment cela s'inscrit dans tout ce que nous faisons dans la décennie à venir. Merci, Dominique. Vous avez mentionné des choses aussi telles que Benoît l'a fait, ACPD 25, et certes, beaucoup de ces choses qui lient l'équité et comment est-ce qu'on peut les mesurer et comment est-ce que les systèmes sont promus et comment est-ce que de nouveaux systèmes se doivent d'être mis en place pour changer la tendance. Et on va parler à Benoît du programme d'action et qui est
un programme important pour la communauté mondiale quand on parle de la dividende de la population, pour parler de croissance et du programme mondial pour les ODD et savoir quelles sont les données désagrégées, quelles sont les capacités. Donc, tout ce qu'il nous faut lié au système de grandes données, les processus, des systèmes liés à la population. Comment est-ce que le FNUAP voit notre possibilité à améliorer cela pour qu'on puisse se prévaloir d'un dividende économique pour pouvoir mesurer tout cela à travers le système de données? Merci beaucoup pour cette question. À l'instar du CRDI, nous sommes informés par nos plans stratégiques. Nous nous trouvons au milieu de notre plan stratégique 2018-2021 et le fondement étant, tout en chacun, partout, compter, dénombrer dans la poursuite des ODD. Je crois que c'est ainsi mettre l'humain au centre. Et en tant qu'institution, nous travaillons sur plusieurs volets. Et le premier étant interne, c'est le système intégré de qualité de données qui fait l'évier de l'innovation. Avec nos collègues, nous travaillons sur la plateforme de données des populations qui a plusieurs couches d'indicateurs mondiaux, après les ACPD, les ODD, au programme d'indicateurs qui peuvent inclure des facettes internes à notre institution et des programmes tels que chaque homme, chaque enfant, qui parle des plans de l'ODD 3 et l'aspect humanitaire, à savoir, et comment est-ce qu'on peut intégrer cela dans un système mondial lié de près aux ODD. Et d'un côté, c'est à travers le travail économique, travail de plaidoirie à l'échelle des pays. Je n'ai pas mentionné notre ronde de recensement que nous menons. Et là, nous voulons nous assurer que nos partenariats avec le CRDI, à travers l'initiative Converge, est intégré. C'est-à-dire que nous ne voyons pas le CEC et le recensement comme étant des volets de travail, mais des systèmes intégrés. Pour nous, c'est une manière d'avoir un mécanisme qui est financièrement solide, qui permettrait au pays de répondre. Et nous pouvons répondre à notre objectif d'arriver à 0 mort maternelle et infantile, 0 manque de planification familiale et 0 discrimination basée sur le genre. Et voilà ce sur quoi nous travaillons. Je crois que, pour moi, aujourd'hui, tel que à l'avenir, il sera important de voir comment est-ce que nous, en tant qu'organisation, nous nous retrouvons autour d'un partenariat et des extrants de ce partenariat. Comment est-ce que nous pouvons améliorer la routine et l'évaluation systémique de l'ECEC et de ses qualités? Voilà un objectif que nous avons en commun. Ensuite, comment nous améliorons les efforts pour centrer le mariage et les divorces
qu'il soit bien reflété. Parce qu'il y a un orateur qui a mentionné que c'est là la porte ouverte pour la vulnérabilité des femmes et leur manque d'outillage. On a parlé de la culture de production de l'état civil et nous, en tant qu'instance, nous voulons travailler sur ça. Finalement, ce dont je suis fier, c'est qu'en tant que FNUAP, nous pensons édifier un nouveau volet qui va bâtir une cuvée de scientifiques de données qui vont se pencher sur le CEC. Nous l'avons fait il y a une trentaine d'années dans la formation des experts en démographie, des personnes centrées sur le recensement. Maintenant, on se doit de créer cette nouvelle génération de scientifiques de l'ECEC qui auront des capacités en analyse de données et qui pourront parler de, comment on dit ça, j'ai oublié cette nouvelle terminologie d'innovation, c'est-à-dire là où on utilise ce mot dans la finance aussi. Oui, des grandes données. Voilà, les blockchains. Voilà le mot que je cherchais, les blockchains. Voilà. Oui, les blockchains. Donc, on veut avoir cette génération de personnes qui vont venir et l'utiliser dans le cadre de cela. Nous, on veut répondre aux promesses de l'entrée de ces données massives et des blockchains. On veut faire en sorte que les blockchains soient alignés avec le CCE et les grandes données, les données de masse. Merci. Je passe la parole à Shahida. Tout cela, bien sûr, coûte de l'argent. Ce n'est pas quelque chose d'abordable. Vous avez parlé de retombées pour les individus et pour les gouvernements qui dépassent de loin les coûts. Et ces coûts sont là et ils sont à porte-faux avec d'autres objectifs d'ODD et aussi avec des investissements requis dans d'autres domaines. Comment est-ce que nous, on peut attirer les investissements pour faire avancer le CEC? Ah, attendez, vous me donnez combien de temps là? Ça, c'est un enjeu qui me donne l'insomnie, qui me réveille le matin. Et on essaye de mettre des coûts. Il y a beaucoup de documents. Il y a un document, en fait, qui a été élaboré à la lumière de cette conférence. Je pense que chacun dans cette salle sait que le financement des OTD pose défi. Ça coûte cher, c'est une grande opportunité, mais aussi une entreprise assez coûteuse à laquelle nous nous trouvons confrontés. Mais nous savons aussi que l'édification de statistiques, surtout dans les pays à faible revenu, est un secteur qui dépend beaucoup de l'aide internationale. D'ailleurs, plus que tout autre secteur. Moi, j'ai vu cela dans l'effort que nous menons pour appuyer plusieurs pays dans leurs besoins en statistiques et que cela peut mobiliser jusqu'à 30% de leurs ressources. Nous avons les Philippines bien représentées, nous avons le Mexique, l'Afrique du Sud, qui sont de bons exemples qui ont des systèmes pérennes. Mais on est très loin de cette réalité pour tous. Il y a beaucoup de pays qui comptent sur l'aide internationale. Ça coûte très cher, ça a un
impact mondial, ça relève du bien mondial. Nous avons fait des estimatifs des manquements des données des ODD avec des estimatifs et nous avons vu qu'on a besoin du double de l'investissement que nous faisons présentement dans le cadre de l'aide et de l'assistance internationale. Nous devons le doubler pour en arriver à 0,7% pour avoir les fonds requis pour les données, les statistiques pour les ODD. Nous n'en sommes pas là. Il y a une grande lacune. Pour ce qui est de l'ECEC, nous avons fait beaucoup d'estimatifs. Nous en avons fait en 2015, quand il y a eu le travail conjoint de la mise en échelle et nous avons vu qu'il y a une lacune de financement de l'ECE et que pour en arriver à l'échelle que nous envisageons, il nous faut 100 millions de dollars par année. C'est important. Quand on regarde les données à la lumière du secteur social, et l'ECC fait partie du secteur, et nous voyons les améliorations réelles depuis quelques années à travers le recensement de la population dans le cadre de l'élan recensement 2020. Mais nous voyons que les plans ont pour but de pouvoir intégrer les cartes d'identité, l'inscription à l'état civil, ainsi que le recensement pour que ce soit un effort fédéré et non pas une concurrence de part et d'autre. Pour ce qui est des initiatives, vous avez certainement entendu que le Canada donne une aide bilatérale pour les CEC et le Canada mène d'ailleurs cet élan de financement solidaire. Une des meilleures opportunités, c'est IDA 19. Et le renouvellement a déjà été fait. IDA 19 a été énorme, 75 milliards de dollars. Et IDA 19, bon, pour la première fois, a une politique pour le développement. C'est un thème sous la gouvernance et bâtir les institutions. C'est-à-dire, il y a un lieu au niveau des pays, il y a des financements pour bâtir un système de statistiques. Il y a aussi une liste de choses pour la population et le ASEC fait partie de ce paquet. Alors, nous devons faire le lien entre les pays qui font face aux problèmes de budget. Comme ça, ces pays peuvent tirer profit. Nous avons vu des groupes philanthropiques bilatéraux. Monsieur Gates a beaucoup fait avec le programme Chaque femme, chaque enfant. Et ils ont aussi contribué aux données. Et la Fondation Bloomberg a beaucoup fait pour la Fondation de nutrition. Si on considère toutes ces initiatives, on voit que 85% de... Bon, il y a une lacune de 85% pour le SEC. Pour aller de l'avant, il faut bâtir sur ces initiatives mondiales, mais il faut avoir un leadership régional, tout comme les régions en escape. Ça, c'est pour mobiliser les fonds. Et finalement, ce que j'aimerais voir à cette conférence, c'est d'avoir un appel à un engagement pour un financement pour le SEC et qu'on pourrait apporter cet engagement au forum. Il y a le forum du mondial à Berne et il y a plusieurs occasions devant nous pour pouvoir assurer un engagement. Et on veut jumeler cet engagement pour augmenter le financement. Si on peut le faire, si on peut faire ce travail ici à cette conférence, au cours de ces 2 prochains jours, ça serait magnifique. Merci, Shaida. Je voulais prendre mon calculateur pour faire les mathématiques. Bon.
Merci beaucoup de votre information. Et cela me fait penser à l'idée que tant qu'il y a assez d'argent pour tout faire, il faut toujours assurer une coordination. Alors, cela me mène à la prochaine question pour Cornelius. UNICEF est un joueur important dans le SEC, surtout pour la registration, l'inscription des naissances. Quels sont vos plans pour assurer un meilleur soutien pour incorporer les programmes ESEC et de tirer profit d'autres ressources pour la protection des enfants, protection sociale? Merci. Je vais rajouter sur ce que Shaïda vient de dire et aussi de ce que Dominique et Benoît viennent de dire. Nous travaillons pour la protection sociale et dans la santé. Mais, premièrement, il faut dire que le programme juridique sous l'ONU, bon, il y a aussi Odessa, le président de l'UNICEF et de cette force. Il y a 14 agences et le FNUAP fait partie de ce groupe. Et on espère que les résultats de cette conférence vont contribuer aussi au programme. On veut avoir un système global qui couvre le cycle de vie. Et je dis ça parce que si nous avons un système de 1 an et on cible 16,9, on pourrait utiliser les ressources existantes. Peut-être un des engagements pourrait être quand on se réunit encore une fois, on regarde ADA 19 et on se dit, mais on a tiré un montant quel montant de ADA 19? Alors, identité légale fait partie d'un système. Comme ça, on n'a pas le système électoral, l'enregistrement de naissance séparé. Donc, on ne veut pas que les gens fassent les choses différemment. Il faut avoir un système global, holistique. Et déjà, avec le UNECA, nous avons fait des visites à 13 pays et on parle à ces équipes et aux coordinateurs de ces pays et on parle au gouvernement. Alors, c'est un système de registration de haut profil politique. Ce n'est pas UNICEF qui dit tout simplement enregistrez vos enfants ou d'après l'article 7, vous devez le faire, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est un profil beaucoup plus haut. Une fois que l'évaluation est faite, nous allons sélecter des pays et ensuite nous allons creuser profondément. Et quand on fait l'évaluation, on parle à la Banque mondiale aussi. Comme vous savez, la Banque mondiale ont des programmes GFF, par exemple. Alors, on travaille avec eux aussi. Avec un système holistique, on va pouvoir faire le lien entre les financements de santé et le système national d'un pays. Et là, quand on a l'Union européenne, les Canadiens qui contribuent financièrement. Et je vais vous montrer ce que nous pouvons faire avec une formation des services de santé. C'est la meilleure leçon. Nous savons faire ce travail pour améliorer les services de santé. Quand on fait un jumelage avec les santé, on s'assure que ces services sont accessibles. Et c'est facile pour les mères et pour ceux qui accompagnent les enfants. Il y a une réduction de coûts pour faire le va-et-vient. Et aussi, ça sensibilise les gens. Et les mères, sont au courant du fait qu'il y a plus de services pour les enfants. En fournissant cette inscription, on s'assure que quand elles vont pour leur vaccin, ils vont avoir l'inscription. Mais il faut avoir des changements au niveau politique. L'inscription est un problème légal. Et souvent, il y a des collègues qui oublient qu'il y a un cadre juridique. Bon,
c'est pas tout simplement une solution d'avoir un homme dans les buissons avec un téléphone cellulaire. Non, il y a un cadre juridique. Il faut travailler en vertu de ces cadres. Avec ces occasions de formation, bon, cela va augmenter l'inscription des enfants. Je vais vous donner un exemple. Dans la République du Congo, il y a beaucoup d'activités dans les centres. Quand on a fait la formation, le gouvernement a émis un décret qu'il fallait avoir l'inscription. Ils ont défini les règles et la responsabilité. Et il y a eu 3000 inscriptions. Et après le décret, ils ont pu enregistrer 1,2 naissances. C'était une augmentation de 20 %. Imaginez ce que nous pouvons faire. Alors, le retour sur l'investissement est tellement haut. En Zambia, ils ont fait la même chose. Ils ont eu un protocole signé. Leur taux d'inscription était à 14 %. Mais dans les centres de santé, ils avaient un taux de 84 %. Imaginez, inscrire chaque enfant où ils sont nés. Alors, 84 % comparé à 14 %. Et en Afghanistan, ils ont fait la même chose. Alors, en guise de conclusion, ce que ce qu'on dit, bon, que on a la technologie, il y a le système dans les hôpitaux. Vous pouvez avoir un système holistique. L'investissement est là. Les solutions existent. Ce que nous devons voir, c'est l'investissement. Alors maintenant, nous devons développer un cas d'investissement. Comme ça, on peut démontrer que ce travail peut être fait. Merci, Cornelius, de vos paroles motivantes et aussi les exemples. Souvent, on croit que tout ce travail est beaucoup trop difficile, mais quand on a des bonnes ressources, c'est faisable. Cornelius a aussi parlé du fait que, bon, ça serait un monde magnifique si chacun pouvait avoir accès à leurs droits, droit à la visibilité, de s'inscrire. Ça serait magnifique, non? Travaillons vers cet objectif. C'est l'occasion maintenant de poser des questions. Nous avons également les autres en ligne avec nous. Commençons maintenant avec une ronde dans la salle et ensuite nous pouvons passer à ceux et celles en ligne. Nos collègues du Centre d'excellence vont lire les questions s'il y a des questions des personnes en ligne. Alors, la première ronde, ici dans la salle, il y a 2 micros. S'il vous plaît, parlez clairement et lentement. Comme ça, c'est facile à comprendre pour ceux en ligne et pour l'interprétation. S'il vous plaît, présentez-vous. And another one here. I'm Lisa. Bonjour, je m'appelle Lisa des Philippines. Et je suis tellement épatée de ce que j'entends ici du panel. Ce que j'aimerais voir, c'est bon, c'est la qualité, assurance de la qualité. Bon, il n'y a pas de l'information. On veut recevoir la bonne information. Dans mon pays, par exemple, nous devons compenser avec un mauvais orthographe de nom. Et l'autre problème, c'est l'intégrité. Est-ce que vous pouvez parler de cela? Comment pouvons-nous s'assurer qu'en faisant la promotion d'inscription, que les systèmes d'inscription possèdent de l'intégrité? C'est-à-dire, donc, il n'y a pas des doublés et que ces gens existent véritablement. Comment pouvons-nous nous assurer que ces gens existent véritablement? Une autre question?
On va prendre 3 questions, ensuite on répondrait. Allez-y, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Désolé. Je m'appelle Gloria Matanga, je travaille pour la communauté pacifique et je suis basé en Nouvelle-Calédonie. J'ai une question qui porte sur la production des statistiques essentielles. D'après ce que Bon, j'aimerais avoir des lignes directrices de FNUAP. Donc, on défend l'inscription, mais je n'ai pas vu une augmentation de pays qui font la transformation ou qui vont vers les recensements qui se basent sur les statistiques. Je pense à ma région, mais il y a des petits pays qui ont des bonnes listes, mais qui vont à l'encontre des recensements. Je ne sais pas, est-ce que ça veut dire que nous ne faisons pas confiance des données? Quelle est votre idée? Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bonjour, Irina. Je travaille au Centre d'excellence sur les statistiques essentielles. Merci beaucoup. C'était un panel inspirant. J'ai une question, ou même deux. Aujourd'hui, nous avons parlé de registres et de faire le lien avec les services de santé. Et nous savons qu'il y a une haute couverture d'inscription de naissance, mais il y a des gens qui n'ont pas de certificat. Mais qu'en est-il de certificats de mort? Comment pouvons-nous s'assurer que les gouvernements aient des certificats de mort pour les morts? Alors, comment accélérer le progrès là-dessus? Une autre question, c'est la registration de mariage. Qu'en est-il de ces inscriptions? C'est un bon outil pour la protection des femmes, surtout. Comment pouvons-nous s'assurer que c'est une priorité nationale pour que ça soit inclus dans la stratégie des gouvernements? Merci, Irina. Marwan. Et ensuite, les réponses. Bonjour, je m'appelle Marwan Raja de la commission régionale ASQA et je travaille dans la division des statistiques. Merci beaucoup de bonnes informations ici. Et je pense souvent aux finances. Quand on travaille avec les gouvernements, un des défis auxquels nous faisons face, c'est la coordination dans le pays même. Personne s'attaque au problème de coût. Au lieu d'avoir un système intégré, et nous avons un système fragmenté. Alors, il y a le ministre de l'Intérieur avec les inscriptions, l'identification. Ensuite, il y a le département de santé pour l'enregistrement des décès et des naissances. Et dans notre région, nous avons aussi les cours pour les divorces. Et ces systèmes ne sont pas intégrés. Tout le monde travaille en silo. Alors, je crois qu'on a parlé sur les changements d'intégration. Et plusieurs pays dans le Golfe ont décidé que le recensement de 2020 devrait avoir un système intégré. Mais seulement 2 pays ont pu avoir accès à des données des inscriptions. Dans le pays, et des fois, il y a des départements qui ne veulent pas partager leurs données avec les bureaux de statistiques. Alors, ils se sont dit, bon, on va faire des choses de la façon traditionnelle. L'occasion ici, c'est de faire le lien des recensements et des systèmes. Pas forcément seulement pour les listes des personnes. Alors, il faut dire que tout cela est un gros défi et qui représente un coût énorme. Avez-vous de quoi dire là-dessus?
pour ce qui est des finances et le gaspillage d'argent. Merci. Commençons avec Benoît. Bon, avertissement d'abord. J'ai le privilège d'avoir des gens très intelligents avec moi. Alors, je vais demander à Rachel de répondre à la question sur le recensement de la Madame de la Nouvelle-Calédonie. Mais je vais dire, globalement, je vais répondre. C'est très complexe, tout ça. La gouvernance est un problème sérieux, surtout pour ces systèmes. On compte sur des gens comme vous. Et c'est vous vous êtes là sur le terrain. Et il y a des plateformes qui nous est présentées pour faire des échanges et d'apprendre de l'un et l'autre. Il y a la gouvernance, oui, il y a aussi l'architecture, il y a l'infrastructure technique. Alors, ayons une approche globale au ESEC. Et pour les Philippines, il y a 2 ans, je sais que vous avez fait beaucoup de progrès pour ce qui est de d'intégrer le ESEC dans votre système. Alors, que pouvez-vous partager avec nous, avec les autres pays ici? Burkina Faso, par exemple, je sais qu'ils ont un système I7. Pouvons-nous tirer des leçons d'eux? Alors, il faudrait avoir des conversations comme ça, surtout à un moment maintenant. Je veux continuer à entendre ce que mes collègues ont à dire, à Rachel, par exemple, et on veut en avoir pour notre argent. Merci beaucoup d'avoir parlé de ADA. Il y a 3-4 ans, j'étais avec le nouveau directeur pour les données de statistiques. Et on parlait de ce qui se passait. Et il y a une fenêtre. Et c'était maintenant au gouvernement de faire plus de travail. ADA est sous le contrôle du gouvernement et on doit comprendre que ces gens reçoivent de l'argent pour investir. Et l'investissement est lié au potentiel social, est lié à l'avancement dans la défense des droits de la femme. Et c'est un système qui pourrait mener à des résultats. Dans ce système, nous avons identifié des données et des données numériques pour accélérer des meilleurs résultats. Alors, donnons plus d'importance à cela. Les gouvernements doivent comprendre ce fait et la communauté des données doit progresser là-dessus. Mais pour ce qui est des questions techniques, Ramesh et Rachel vont répondre. Rachel? Merci, Benoît. Merci à vous tous pour ce panel très intéressant. Je ne vais pas passer trop de temps. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, Rachel Snow, chef pour la population de FNUAP basée à New York, siège social. Je voulais tout simplement dire que dans le contexte de recensement, et certainement dans cette ronde, nous avons vu beaucoup de pays qui posent des questions concrètes sur comment faire progresser vers un recensement qui se base sur les registres
registre de souscription. Cela a mené à plusieurs partenariats et je ne vais pas aborder tous les détails, mais l'Équateur, par exemple, utilise cette ronde pour faire les deux choses, de faire l'évaluation de la couverture du système de registre actuel et pour voir si le système est suffisant. Et on sait que c'est utile, mais il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas entamer cette voie parce qu'il y a des questions sur la protection d'identité, le besoin d'avoir d'un identificateur unique. Il y a des anxiétés là-dedans. Alors, on veut aider les pays à se bien positionner, qui s'intéressent à cela, et on est très content de voir les consultants qui sont là. Le Danemark, par exemple, est le leader là-dessus. Et on veut aller au pays pour donner des informations sur les problèmes ou les questions juridiques et opérationnelles. Rachel, vous voulez parler aussi de l'assurance de qualité? Ça, c'est à Ramesh d'en parler. Merci. Je m'appelle Ramesh Silva, spécialiste technique à l'UNAF, au FNUAP à New York. Alors, pour ce qui est de l'assurance de qualité, et aussi pour la question de Marwan sur la coordination, un des défis, une des forces du CRDI, bon, c'est quelque chose qui chevauche et cela mène à une occasion d'inclusivité, mais il y a beaucoup de défis pour les gens qui travaillent en silo. Le partenariat avec le CRDI et le FNUAP a pu beaucoup faire avec l'aide de plusieurs systèmes de l'ONU, certainement des conditions économiques, c'est de faire avancer ce travail sur la consultation sur l'identité légale et les souscriptions. Nous avons vu beaucoup plus de résultats pour rassembler les parties prenantes, y compris les gouvernements, et aussi les partenaires techniques et financiers dans le monde. Et c'est important. Il y a eu aussi une initiative qui a pu faire deux choses dans le cadre de ce travail. Premièrement, c'est d'assurer une approche à une coordination, non seulement de cibler une chose, l'inscription par exemple, mais tous les autres aspects. Et aussi d'avoir un point de vue de genre qui est inclus dans ce point de vue pour habiliter les femmes et assurer l'égalité des genres. Et aussi, nous avons un bon panel sur l'identité demain après-midi. Soyez présents. Et nous allons apprendre davantage. L'ONU a donc travaillé là-dessus sur l'identité. Il y a une meilleure approche coordonnée sur ESEC et l'identité légale et l'évaluation là-dessus et de comment faciliter une coordination entre les gens qui, à cause des risques et des défis qui sont liés aux liens numériques. Et cela est lié à l'authenticité biométrique aussi. Il y aura plus de discussions là-dessus sur les risques. C'est un problème important. Et bon, on ne veut pas faire du tort et on veut faire avancer ces aspects importants. Alors, il faut bien penser à au travail. Réponse? Marwan, merci beaucoup pour votre question. Cela est au cœur du défi, la fragmentation, un manque de coordination, etc. Et aussi, il y a une nouvelle énergie qui se trouve dans tous les départements pour ce qui est des données. Et tout ça, cette énergie représente un défi. Ce qui fonctionne bien, il faut faire la promotion d'un système national sur les statistiques. Alors, on veut voir tous ces ministères, ces départements qui travaillent ensemble dans la planification nationale.
si on peut travailler ensemble et défendre ces idées pour voir comment nous pouvons faire la promotion de cette intégration, c'est mieux. Et aussi, il y a aussi cette idée de compact de données. Alors, il faut établir les priorités et les plans d'un pays, et il faut avoir un plan bien détaillé. Comme ça, il faut voir ce dont on a besoin dans le pays, ce que nous devons voir des partenaires, et ensuite, ce serait bien d'utiliser cette information pour une meilleure coordination et une mobilisation de ressources pour que ces pays soient liés à des programmes tels que ADA. Et c'est une chose que sur laquelle nous voulons travailler. Pour la question de Lisa, bon, c'est elle qui est la spécialiste dans les données. Mais dans la question de Lisa, je crois qu'elle veut dire que, bon, quand ces systèmes sont mis en œuvre, bon, il faut les gouverner. C'est pas une question d'allumer le système tout simplement comme ça et ça va fonctionner de soi. Non, il faut avoir une gouvernance, c'est-à-dire il faut avoir des règles. Il faut avoir, par exemple, des cadres d'assurance de qualité. Il faut que les gens surveillent le travail. Il faut avoir aussi une spécialisation et une indépendance de gouvernance. Comme ça, tout est considéré et tout est transparent, qu'on sache ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors, pour ce qui est de la gouvernance de données, bon, ça, c'est très important dans cette prochaine génération, à part la coordination et aussi de réparer la fragmentation. Et c'était pas juste pour Anna de nous poser la question sur le décès, le mariage et le divorce, parce que c'est elle l'experte, la spécialiste. Mais ce qui sous-tend sa question, je crois, et ce qui est très important, c'est pour nous de dire que il faut que les pays établissent un équilibre dans les investissements, non seulement pour les inscriptions, mais pour les divorces, les mariages et les inscriptions des décès. Alors, ça pourrait être des buts qui se fixent à l'avenir d'améliorer ces inscriptions pour le divorce, le mariage et le décès, bien sûr. Alors, le contexte, je dois le dire encore, c'est très important. C'est pas une question d'activité mécanique. Non, il faut faire attention à la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le mariage et le divorce et leur certificat, c'est tellement difficile à obtenir dans certaines cultures, dans certaines conditions? Donc, ça va demander davantage de connaissances. Alors, le Centre pour l'excellence, ce E pour excellence, c'est primordial lorsqu'on parle de ce type d'enjeu. Alors, merci pour les questions des spécialistes. J'espère qu'on a pu ajouter un peu de valeur à la discussion. Merci, Shenda. Cornelius, Dominique, est-ce que vous pouvez lire dans les pensées des gens qui posent des questions? Avez-vous quelque chose à ajouter? Mais tout d'abord, lorsqu'on parle de l'inscription des décès, eh bien, je ne sais pas si les collègues de l'Organisme mondial de la santé sont là, mais auparavant, en Afrique, on faisait beaucoup de progrès, mais je crois que il y a une certaine stagnation qui arrive. Je suis heureux de vous voir ici parce que je crois qu'il est essentiel de revitaliser nos démarches. Ce sont des problèmes sur lesquels il faut se pencher. Mes collègues sont là du côté d'identité légale et je suis certaine que nous aurons des discussions en coulisses parce que ça fait un bout qu'on vous cherche pour vous parler.
Oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il s'agit ici d'une conférence très importante, très importante. Lorsqu'on parle des certificats de mariage, eh bien, nous avons convenu les 4 événements de la vie primordiaux, essentiels. Et je crois qu'on devrait ne pas les oublier et faire un engagement vis-à-vis ces 4 événements. Bon, le côté mariage, Benoît, NFB et moi, on a parlé du mariage et on a trouvé que c'est important. Nous avons fait une analyse pour démontrer les pays où c'est inscrit ou non, et puis ça a une influence très importante. Alors, c'est un enjeu essentiel auquel il faut prêter une certaine attention. Les solutions en TI, la vie privée des données, tout ça, c'est important. Il ne faut pas le laisser ou le tenir pour compte. Lorsqu'on s'est lancé dans ces travaux, nous avons commencé à voir des différences entre la façon dont les femmes et les hommes utilisent la technologie. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, mais je voudrais aussi parler de la fragmentation. C'est pour ça qu'on se réunit. Nous avons des lignes directrices, moi et mes collègues, mais nous croyons qu'en tant que collectivité, nous devons parler d'une seule voix, d'une voix unie sur ces enjeux-là. Il faut vraiment dire au gouvernement bien que nous savons que on en fait la promotion, mais qu'on ne les relie pas au système d'inscription civile, ben, il faut mettre l'accent sur à quel point c'est important ce type de démarche et de document. Ben, en écoutant toutes ces questions très, très, très intéressantes, eh bien, je me dis, bon, j'ai du travail à faire, hein? Il faudra rédiger un plan de réponse au cours des 10 prochaines années pour combler les lacunes du côté connaissance. Je vise plus de clarté sur les enjeux clés où la recherche pourrait faire la différence et quelles sont les différences régionales ou contextuelles desquelles il faut tenir compte. On sait qu'il y a les questions des personnes déplacées, des réfugiés. On reconnaît qu'il y aura toujours ce côté sexe, différence des sexes, mais il y a d'autres questions aussi qui portent peut-être sur l'application ou la mise en œuvre des nouvelles technologies, l'accès ou la participation des personnes de toutes les parts de la société pour qu'ils arrivent à comprendre à quel point c'est important d'avoir ces données traitant des inscriptions. C'est très important du côté identité, par exemple. Alors, pour moi, par où commençons-nous? Devrons-nous commencer? Les enjeux dans le Moyen-Orient seront différents des enjeux dans le Pacifique et à l'intérieur des pays, les régions, il y aura des différences régionales. Et aussi les cadres gouvernementaux auront un effet de priorité qui vont varier d'un endroit à l'autre. Alors, en recherche, il faudra établir les priorités de recherche et reconnaître les différences dans ces priorités. Alors, voilà des questions auxquelles je vais chercher des réponses dans les 48 prochaines heures avec vous. Une autre question, qu'Ariane a posée, parce que il nous aide à songer à notre approche vis-à-vis les gouvernements, vis-à-vis comment aller chercher les informations pour combler les lacunes. Eh bien, comment renforcer la capacité des gouvernements à fournir les services à tout le monde de façon équitable et comment augmenter la capacité des personnes gouvernées à tenir des discussions avec les gouvernements pour assurer leur accès aux droits, assurer leur accès aux services. Et comment allons-nous vers
le développement durable. Alors voilà des questions essentielles qui reposent sur les inscriptions. Mais l'important, c'est de trouver l'important dans ces systèmes, dans ces enjeux où on parle de donner la parole aux personnes marginalisées dans la société civile et considérer la capacité des gouvernements à utiliser les données pour parler avec les citoyens. Alors, si vous pouvez m'aider à exprimer l'importance de ces statistiques visant les faits d'état civil, eh bien, ça pourra nous aider à vraiment définir nos plans pour l'avenir. Merci beaucoup, Dominique. En ligne, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Eh bien, j'aimerais, moi, peut-être... Ah oui, une question, c'est bon. S'il vous plaît, mettez-vous près des microphones. Je suis Catherine Harrington. Je suis directrice de la campagne qui est une coalition internationale pour mettre fin à la discrimination des sexes. J'ai bien aimé entendre parler des entraves juridiques qui empêchent l'accès à l'inscription et des systèmes ESSEC. On voit des progrès dans plusieurs pays, mais malheureusement, la réalité nous démontre que beaucoup des 25 pays qui renoncent les droits des femmes vis-à-vis l'inscription des enfants sans l'autorisation des hommes, eh bien, tout ça est sous-jacent aux questions de sécurité, d'accès aux ressources internationales et aussi à la compréhension du fait que le statu quo, là où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, vis-à-vis la nationalité de leurs enfants, eh bien, il faut qu'on en tienne compte. La société civile travaille fort pour traiter de ces problèmes-là, UNICEF, UNHCR, tout ça. Bien, comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres gens qui peuvent avoir accès aux décideurs au niveau national? On sait qu'il y a des discussions aux Nations unies, dans les forums internationaux, mais comment est-ce qu'on peut vraiment rejoindre les décideurs pour aller avoir beaucoup plus d'acteurs pour encourager les réformes? Merci. Merci. Je suis Tom Orrell de Data Ready. Je voulais répondre à la demande de Dominique. Elle a demandé des idées pour les recherches à venir. Eh bien, tout d'abord, je suis heureux de voir qu'il y a des questions sur la gouvernance des données qui commencent à émerger. Et moi, je vais en parler demain lors du panel final. Mais tout d'abord, je voudrais dire ceci dans cette discussion-ci et répondre à la question de Dominique. Eh bien, un des défis principaux pour moi, c'est le fait que nous n'avons pas des données fondées sur les preuves vis-à-vis les gens et ce qu'ils pensent de l'aspect privé de leurs données. En Europe, nous avons des règlements qui protègent cela et c'est la protection la meilleure du monde, mais il y a beaucoup de différences entre la réalité des Allemands et les personnes des Scandinaves, de leur façon de voir leur vie privée à cause de raisons historiques, par exemple. Le gouvernement allemand a des règles très serrées, tandis qu'en Scandinavie, c'est pas pareil. Alors, ce qui manque, c'est que dans beaucoup de pays, surtout, on voit l'utilisation de la biométrie. On ne sait pas jusqu'où les gens, surtout les femmes et les filles, voient dans cette réalité. Alors, il faut faire la distinction. Bon,
l'accès à l'alimentation, il faut donner l'image de son iris. Eh bien, c'est différent de ce que les gens croient dans le monde. Alors ça devrait être la base pour voir qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas. Merci. Bonjour, je suis Alison Petroutsilien, chercheur et doctorante à CRDI. Je voudrais parler de l'identité numérique et des systèmes ESSEC. Il y a beaucoup d'interventions qui ont démontré la relation assez contentieuse entre ces deux réalités-là. Pourriez-vous nous parler des possibilités à venir pour intégrer les deux systèmes, surtout les préoccupations que vous avez sur la séparation de l'identité et des systèmes d'inscription civile? Vous avez dit qu'il faut travailler ensemble pour défendre le lien qui serait fait entre les deux aspects. Eh bien, il y aurait du travail à faire, mais lorsque je regarde les investissements qui sont faits et les ressources qui sont là, eh bien, l'argent qui est là pour ESSEC versus l'argent qui est investi, qui est beaucoup plus dans l'identité numérique, eh bien, pour moi, ça souligne un problème. D'autres questions, oui? Je suis Johannes Jutting. Je travaille pour Paris 21. Je m'intéresse aux recherches, aux questions de recherche. Je suis ancien chercheur, mais félicitations tout d'abord pour ce panel. C'était très intéressant ce que vous avez partagé comme réflexion sur le sujet. Mais du côté recherche, quel type de recherche visez-vous? Ce que je veux dire par cela, c'est que le défi avec la règle sur la protection des données pour les pays de l'Europe, eh bien, ça nous a pris beaucoup de temps pour le mettre en œuvre et une fois que ça a été mis en œuvre, c'était déjà désuet. Alors, comment s'assurer que la recherche reste importante sans être désuète? La recherche, il faut qu'elle soit faite autrement. Merci beaucoup, Johannes. J'aime ça quand on nous lance des défis au panel. Merci pour ça. Eh bien, qui voudrait répondre d'abord? Cornelis, puisque vous êtes là pour demander ou exiger que tout le monde soit inscrit. Ah bon, est-ce que je regrette avoir fait cet énoncé? Non, pas du tout. Je vais dire que dans les questions de discrimination fondée sur le sexe, lorsqu'on parle de nationalité et d'inscription, eh bien, il y a une coalition. Mais il faut peut-être aussi examiner comment nous faisons entrer la question de la Banque internationale là-dessus. Il faut considérer le sexe. J'ai parlé à un ministre des Finances, et puis on se disait, si on n'inclut pas les citoyens, malgré les investissements qu'on a faits dans l'éducation, etc., eh bien, quel est le retour sur l'investissement qui a été fait? Il y a une tension entre les arguments visant l'investissement et les droits, mais je crois qu'il est important de faire une exploration, une recherche sur les liens. On a eu des conférences ministérielles dans l'Union africaine et on a exigé des engagements et des champions. C'est ça que ça nous prend maintenant, des champions, des ambassadeurs jeunesse qui peuvent être des défenseurs pour ces avancements-là. Il faut que les lois soient modifiées. Ça sera pas fait si
on n'a pas cette poussée provenant des collectivités, comme le mouvement Moi aussi, Me Too, pour dire que c'est discriminatoire ce qui se passe. Alors, c'est essentiel. Il y a aussi les problèmes entre l'identité numérique et l'inscription civile. Eh bien, si on ouvre le débat, on n'en finira jamais. Hein? Vous allez être là toute la nuit, vous allez passer la nuit ici. Mais je vais vous dire que il y a un sentiment qui dit que l'inscription civile, c'est ce qui fournit le document de base. On peut numériser cette inscription civile. On peut numériser la gestion de l'identité, mais ça devrait faire partie d'un ensemble, d'un système holistique, on peut dire. Il y a des gens qui disent, bon, on devrait juste aller réaliser les identités, l'identification. Mais ça s'en vient. On sait que ce sera utilisé peut-être pour le mal. Je ne vais pas nommer de pays, mais c'est toujours une blague. Hein? Tout le monde est allé dans le système d'identité. Les inscriptions se sont faites par millions par seconde, mais personne ne pouvait quitter parce que le système n'était pas lié au système d'inscription civile. Alors, lorsque les gens décédaient, on ne pouvait pas les supprimer. Alors, c'était comme le Hotel California. Hein? On peut y entrer, mais on ne peut jamais quitter. Alors, les gens essaient de prendre des raccourcis, et c'est un problème. Aussi, je voudrais dire ceci. Sur l'aspect de confidentialité des données et le secteur humanitaire, c'est un enjeu très important. Il s'agit de la partie la plus vulnérable de la population et il compte absolument sur les fournisseurs de services. Je crois que ce serait un manque profond d'éthique et j'ai toujours cru au droit. Il serait impermissible que les agences disent qu'on doit être inscrit et qu'ils ont le droit de faire la collecte de notre information biométrique pour avoir accès aux services, sans que les gens sachent comment les données seront utilisées et où seront stockées les données. Et voilà le débat principal du côté humanitaire. Si vous pouviez faire cette recherche, eh bien, on aimerait bien voir ce que ça veut dire pour les femmes et les filles. Merci. Merci, Cornelius. Dominique. Bon, je voulais commenter sur deux choses. Le genre de recherche dont on a besoin. On ne parle pas des recherches en laboratoire et avec des réponses dans 5 ans. Non, les choses avancent très rapidement, donc ce n'est pas suffisant, cette approche-là. Et il y a différents angles visant la recherche, comment développer le système, comment utiliser les nouvelles technologies, comment créer des mécanismes pour mieux capter, stocker, partager, rendre accessibles et protéger les données. Il y a aussi les questions visant les politiques, les modèles de gouvernance, etc., qui sont nécessaires pour gouverner et s'assurer que le système de statistiques de vie, etc., soit utilisé correctement et soit protégé et soit mise à la disposition des gouvernements de façon appropriée. Et il y a d'autres questions qui ont été soulevées par nos collègues de Data Ready. Eh bien, quelles sont les opinions des gens? L'identité, les données et l'enregistrement des données, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens?
On a beaucoup d'expérience sur l'amélioration de la santé des mères et des enfants. Mais étant donné les systèmes et leurs modifications, leur développement à grande échelle, eh bien, on sait que nous avons la chance d'identifier les places où un autre modèle de recherche, que ce soit par l'observation ou par les études de comparaison, peuvent nous aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas bien. Il y a donc beaucoup de types de recherches auxquelles on pourrait songer. Pour nous, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les priorités, comment on peut aider les gouvernements à avancer dans la question de l'inclusion et des services. Alors, je laisse ça là, mais pour nous, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir toutes ces connaissances et tout ce pouvoir ici dans une même salle pour contribuer aux démarches, aux prochaines étapes. C'est extraordinaire. On voit tout un momentum, un élan qui entoure les possibilités pour l'avenir. Alors, pour répondre à la question de Johannes et pour enchérir sur ce qu'a dit Dominique, eh bien, il y a beaucoup d'utilisateurs de recherche ici même dans la salle et on est en communication avec beaucoup de gens. Et en fait, je travaille à la Banque mondiale. J'entends souvent que, bon, le profil de l'utilisateur semble changer. Hein? C'est pas seulement la question de recherche qui change, mais aussi le profil des utilisateurs. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent des données et des preuves, des faits. Et puis, il y aura de plus en plus de personnes qui pourront se servir de ces données pour approfondir leurs recherches et tirer leurs propres conclusions. Alors, il ne s'agit pas de mettre des chercheurs derrière des portes closes. Non, ce n'est pas la réponse. Je voulais aussi dire qu'il y a 2 ans, quand nous sommes rencontrés ici, la discussion était vraiment intense à certains égards. On ne savait pas quel était le problème en général. Il y avait 2 groupes dans la salle, hein? Les gens côté ESSEC, les gens côté IDS. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des possibilités d'intégration et de collaboration. Et ça fait partie du programme, en fait, d'aujourd'hui et de demain. Donc, on espère avoir l'opinion des spécialistes sur les meilleures approches. Aussi, je voulais dire que j'ai bien apprécié la question sur la discrimination et les obstacles légaux. Comment s'y prendre? Eh bien, on a parlé des organismes de la société civile pour représenter la voix des citoyens. Comment ça pourrait aider à mettre de l'avant les intérêts et les questions des citoyens. Je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus important avec toutes les questions de confiance qu'on a dans les données. Hein? La voix des citoyens, si on pouvait en tenir compte et faire de la recherche, eh bien, ce serait essentiel. Nous avons des gens ici de partout et dans certains pays, c'est vraiment un enjeu très, très, très important. Alors, Benoît, ça donne que vous avez le dernier mot. J'aurais 3 ou 4 questions que j'aurais aimé poser ou même que l'assistance aurait aimé poser, mais voilà, Benoît, vos commentaires sur les questions qui ont été soulevées. Eh bien, je dirais que je suis d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. Et je dirais que il faut considérer l'intégration
de l'identité numérique et des ESSEC, mais aussi de considérer ce qu'on va en faire et la gouvernance qu'il faudra pour encadrer tout ce travail-là. La société civile, c'est essentiel. Les données, les collectivités de recherche, les communautés de recherche, on doit tous tenir compte de la société civile. Ils savent ce que disent les gens sur le terrain. Alors, c'est important d'avoir leur rapport. Il faut prioriser nos interactions avec eux. Il faut aussi considérer ce que nous faisons des recherches et des connaissances que nous pouvons engendrer. Nous assurer que c'est accessible et utilisable par la société civile. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup aux panélistes. On a beaucoup de questions. Hein? Ils nous ont partagé leurs connaissances, mais on a encore beaucoup de questions. Le contexte, la fragilité, la définition qu'on veut y donner, eh bien, comment est-ce qu'un ESSEC compose avec ce genre de réalité, les systèmes, la gouvernance, le financement. Voilà des questions sur lesquelles nous allons nous attarder au cours de cette conférence. La gouvernance de la technologie, par exemple, l'accès, tout ça, c'est important. La qualité des données, la qualité des ESSEC, des systèmes ESSEC, tout ça, nous allons en parler au cours des prochaines heures et demain. Il faut tenir compte d'un peu tout. Et aussi, bon, je vous apprête à vouloir savoir ce que moi j'aurai à dire demain, mais il y aura beaucoup d'exposés très intéressants avant le mien. Le mien sera le moins intéressant, j'en suis certain. Mais voilà, nous aurons des discussions fort intéressantes aujourd'hui et demain. Alors, on vous encourage à partager et on remercie les panélistes. Merci beaucoup.